Bonjour à toutes et à tous, vous venez de lancer le 13e épisode d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Androtech, c'est le fruit d'une collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à tout moment avec le hashtag Androtech sur tous les réseaux sociaux. Cela nous permet d'avoir des retours et d'améliorer l'émission chaque semaine. On se retrouve tout de suite après le sommaire. Cette semaine au sommaire, une équipe de retour du Mobile World Congress avec quelques actualités dans leur valise. Pas encore annoncé mais déjà omniprésent, le All New One de HTC se montre à nous en vidéo et le Nokia X qui attend encore d'être commercialisé a déjà été routé, il peut donc accéder au Google Play. Un détour du côté de la start-up de la semaine et nous passerons au peigne fin, un smartphone qui signe un virage de Wiko vers des terminaux de plus en plus haut de gamme. Le test de la semaine sera celui du Highway, tout juste disponible dans le commerce. Et en ce début mars, impossible de passer sur l'événement catalan. Le Mobile World Congress vient de clore ses portes, l'occasion pour nous d'en dresser le bilan, mais aussi de vous faire partager nos coups de cœur de cette grand-messe du mobile. Comme toujours, nous nous quitterons sur les applications de la semaine. Bonne émission à tous! Et c'est une émission un peu spéciale cette semaine, l'équipe a un peu changé. Pierre-Olivier et Edouard sont absents. On a toujours... Laure, notre responsable éditoriale. Oui, de retour. J'ai toujours mal aux pieds. J'attends encore une semaine. Baptiste. Qui laisse sa place en tant que présentateur. Et notre invitée cette semaine, c'est Fanny Bouton. Fanny, on la retrouve sur les Fanny's Party. C'est la maman des Fanny's Party. C'est un événement que vous pouvez retrouver régulièrement à Paris. Tous les 2 mois. Qui est au groupe des passionnés. Je vous encourage à y passer. C'est gratuit. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. La prochaine, c'est le 25 mars et c'est toujours au Hard Rock Café. Et on peut aussi te retrouver sur Melty. Oui, sur Melty Style en fait pour des chroniques high-tech et puis sur la Coca-Cola Zero Gaming Zone aussi où je fais une émission sur les jeux vidéo. On passe tout de suite à l'actualité. Et l'actualité cette semaine, c'est HTC. Alors on attend la date du 25 pour la Fanny's Party évidemment, mais aussi, et aussi pour la prochaine conférence HTC qui sera évidemment dédiée à celui qu'on appelle le M8, aussi All New One. Alors il a plein de noms, ce One 2 finalement. C'est le All New One HTC. Et oui, ce pauvre HTC, il traîne partout sur la toile. On a un internaute qui l'a récupéré et qui a posté une vidéo de 12 minutes sur le One. Effectivement, là, cette vidéo est hyper intéressante. Cette vidéo montre beaucoup elle dure 15 design. Minutes. Ouais, je pense qu'il a cassé un NDA. Le problème, c'est qu'on voit le numéro email du téléphone, donc pour le retrouver, ça va être facile. Le responsable de la communication de chez HTC est extrêmement fâché, il s'est bien lâché sur les réseaux sociaux, forcément, donc ils vont le retrouver facilement. J'imagine que lui va avoir des petits soucis par la suite. Et puis Avlix, comme d'habitude, qui publie plein de visuels, donc on le connaît quasiment. Donc effectivement, les premiers visuels de Avlix, ils montraient 2 capteurs arrière. Et là, comme on peut voir sur le prototype, parce que le gars précise que c'est un prototype, on retrouve le design global du HTC One, voilà, mais avec une finition... il est plus fin, un peu plus arrondi, il est un peu plus foncé au niveau du coloris, il y a un port micro SD. Ok, et à l'arrière, il y a les fameux 2 capteurs. Il y a les 2 capteurs. Alors d'ailleurs, le type qui le teste ne sait pas trop s'en servir, donc il nous a pas vraiment précisé ce que ça donnerait réellement. On le voit qui rame un peu dans sa vidéo. Ouais, il galère un peu. Faut pas avoir le mal de mer pour la regarder d'ailleurs. On voit qu'il y a quelques modifications sur l'interface Sense avec quelque chose un peu plus flat. Normalement c'est le 6 avec KitKat en dessous. Il y a BlinkFit qui est toujours là. BlinkFit qui a l'air d'être un peu amélioré. Visiblement, il change pas. Ouais, il change pas énormément, mais il donne envie. Il a l'air de bien monter en gamme, donc ça a l'air intéressant. L'actualité suivante, c'est Nokia X. C'est Nokia, oui. Nokia, on l'a beaucoup vu au Mobile World Congress, forcément, puisque, comme d'habitude, il était présent sur son grand stand, mais pas pour du Windows Phone, pour de l'Android, même si la communication Nokia évite de dire que c'est d'Android quand même. Ils appellent ça Nokia X Platform. Voilà, plateforme de système. Mais c'est bien de la OSP, avec le bidouillage de Nokia par-dessus. Et ce qui est possible de faire, c'est d'installer tout simplement le Play Store dessus. C'est la question qu'on se posait la semaine dernière, on s'était dit ça va pas tarder. Mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder, il n'est pas sorti, mais c'est pas grave, il a déjà été routé, c'est possible. Il semblerait qu'il soit justement sensible aux mêmes exploits qu'un certain nombre de téléphones et que du coup l'exploit Framaroute, une application assez célèbre pour tous ceux qui veulent router leur téléphone, fonctionne sur les Nokia X Platform. Donc on peut installer tout. Puisque c'est une base Android. Du coup, Nokia X Platform est routé et du coup on peut installer tout ce qu'on veut. Et donc évidemment, on peut installer les Google Apps,
en les récupérant par exemple. Parce que je voyais beaucoup de gens qui s'amusaient on peut installer les APK, mais ils essayaient d'installer le Google Play en tant qu'APK. Malheureusement, le Google Play nécessite des fichiers en couche basse d'Android et là, il fallait les rajouter grâce aux routes. Est-ce que tu as testé le Nokia X, les Nokia X? Ouais, moi je l'ai eu. Je trouve que c'est un super entrée de gamme pour les gens qui n'ont pas trop de moyens. C'est fluide, mais bien, c'est fluide, ça marche bien. Après, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de se balader sous Windows 8. C'est clairement, on retrouve le système des tuiles. Donc, ils ont fait un joli mix, etc. Moi, c'est vrai que j'étais déçue parce que j'attendais vraiment, quitte à ce que Nokia sorte un smartphone Android, j'avais vraiment envie d'un Android pur. Mais bon, a priori, on va pouvoir les craquer et les passer et le faire. Donc voilà. Donc je trouve que pour ceux qui trouvaient que parce que les Lumia sont quand même des super beaux produits, mais qui fonctionnent sous Windows et ça plaît pas à tout le monde. Donc le fait d'avoir ce téléphone qui devrait quand même être assez abordable au niveau prix et de pouvoir le passer sous un Android pur, je pense que ça peut faire plaisir quand même à pas mal de petits geeks. Je pense qu'il y a beaucoup de geeks qui rêvaient d'un Nokia avec du cyanogène et je pense que ça sera possible. C'est un peu un fantasme de... Je pense que ça va être pour le grand public aussi. Je pense que le grand public est toujours sensible à la marque Nokia. Vont acheter, quand on achète Nokia, on a toujours gage de qualité. Gage de qualité, et puis on a toujours acheté les yeux fermés. Et là, Nokia plus Android, je pense que ça va faire acheter beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ouais. Actualité suivante, c'est pas de l'Android. Mais c'est toujours du mobile. Voilà. C'est l'actualité de CarPlay. Alors c'est l'annonce d'Apple qu'on n'attendait pas. C'est Apple? C'est Apple, donc dans l'écosystème d'à côté. Et c'est aussi dans un salon qu'on surveillait pas trop en tant que presse spécialisée du mobile, puisqu'il s'agit d'un salon dédié à l'automobile. C'est à Genève. C'est un des plus gros salons dédiés à l'automobile. Dédié à l'automobile. Voilà. Apple a fait une annonce. Ils vont mettre à disposition des développeurs et des constructeurs de voitures une technologie qui permet de déporter les applications du téléphone vers l'écran de la voiture. Finalement, il s'agit un petit peu d'une évolution du Bluetooth, utiliser le système de la voiture, le système audio de la voiture depuis son téléphone. Vers la même chose, mais l'univers des apps et de l'écran. En fait, c'est du AirPlay pour la voiture. C'est parce que sur AirPlay, on pouvait déjà déporter des manettes de jeu sur son téléviseur avec l'Apple TV. En fait, ils ont fait ça, ils ont mis une Apple TV dans une voiture, en gros. Voilà, c'est ça, avec des possibilités supplémentaires, avec des possibilités supplémentaires pour les développeurs et les constructeurs de voitures en termes de modification d'interface. Mais c'était très attendu parce que souvent les constructeurs d'automobiles étaient obligés de bidouiller des systèmes avec Apple. Il y a Ford par exemple là, qui a présenté Sync 2 sur le Mobile World Congress justement et oui ils ont tous un peu des systèmes embarqués pour pouvoir mettre tous les téléphones si possible et que ça se synchronise et qu'on retrouve les contacts, on retrouve sa musique, etc. Là ça va être simplifié pour les utilisateurs d'iPhone 5 d'ailleurs a priori, pas en dessous et voilà, et il va falloir et ça fonctionnera avec pas mal de marques de voitures. Le gros travail, ça va être du côté des développeurs et des éditeurs. Alors n'importe qui, comme du éditeur de solutions de navigation jusqu'à celui qui fait des jeux, même pourrait imaginer. Voilà, il va y avoir des adaptations d'interface à faire pour les systèmes de voiture. Là, comme on peut le voir sur l'écran, voilà ce que ça pourrait donner. En fait, ça ne changerait pas grand-chose. On aurait un écran de navigation de GPS, sauf que ça viendrait du téléphone, entre autres. Voilà. L'autre actualité. C'est un nouveau service lancé par la Fnac. C'est marrant ça. Nos amis de la Fnac, ils lancent un service de streaming musical. Alors il y a du monde sur le marché, il y a Deezer, il y a Spotify qui est leader. Aux États-Unis, il y a plein de monde aussi. On dit qu'Amazon va lancer son propre service dans son offre Prime. Et en France, seulement en France, Fnac, pas Amazon, lance Jukebox. C'est arrivé il y a quelques jours. Et c'est une offre de streaming qui n'est pas gratuite du tout. Donc il n'y a pas d'offre qu'on peut utiliser sans débourser 1 euro. Ça commence à 2 € avec 200 chansons qu'on peut choisir chaque mois. Donc on peut écouter ensuite en illimité. C'est 200 chansons en illimité. Voilà, et ça monte jusqu'à 10 € pour un streaming illimité sur un catalogue de, je cite, des millions de titres. Donc ça, c'est à peu près équivalent. La Fnac s'était déjà lancé dans la musique avec leur iTunes Like. Ils avaient arrêté en 2012 parce que ça marchait pas vraiment. Ils avaient du mal en tout cas. J'avais pensé avant. Ouais, ça date. Hein. Et voilà, ils se relancent là-dedans. Alors ils espèrent conquérir un petit peu avec la fibre nationale les internautes. Ça marchera sur mobile. Il y aura une version Android, une version iOS également, pour accéder en hors connexion aux musiques avec l'offre à 10 €.
Moi j'ai une question à vous poser, vous pensez vraiment qu'il y a de la place pour un nouveau service similaire? Oui, moi je dirais même il y a encore Fnac a encore un avenir ou pas, parce que depuis l'arrivée d'Amazon et tout un tas de services. On a même du mal pour le magasin parce que souvent ils sont just. Hein. Moi j'ai fait partie tu vois, des abonnés Fnac, etc. pendant des années. J'avais ma carte Fnac, j'allais à la Fnac, je regardais les promos. Après il y a eu la Fnac.com et puis à un moment c'est parti en live quand ils ont mis tous leurs services, plein de sites à côté pour essayer de concurrencer Amazon. Et là maintenant quand tu cliques et que tu as tous tes trucs hyper rapides, et puis là un service de musique, quand tu as déjà 10 heures dans ton abonnement téléphonique ou un Spotify. Ils arrivent un peu tard. Hein. Ouais. La place est dure, effectivement, entre un Deezer et un Spotify. La place va être très dure. Faudrait qu'ils aient un concept ou alors une réalisation assez exceptionnelle ou une grille tarifaire vraiment précise et adaptée. Peut-être au niveau des indépendants. J'ai du mal à voir. Avec des contrats particuliers, un peu avec vraiment des tout petits labels. Ouais, des exclus. Mais... Avec l'offre à 2 €, pourquoi pas? Au moins, il n'y a pas de publicité, c'est l'avantage de l'offre. La dernière actualité, je vais vous montrer une image et vous allez me la commenter. Elle est là. Vous savez, à votre avis, qu'est-ce que ça vous évoque? mais on le sait, c'est les Oscars. Est-ce que vous savez peut-être pas, mais je pense que la plupart des gens savent, c'est que... Ça a été pris avec un Galaxy Note 3. Samsung qui a payé cette photo. C'est un Samsung. Il paraît que c'est Samsung qui a payé, ouais. Alors moi, si les informations sont justes, Samsung avait payé pour avoir du placement produit pendant les Oscars. Et pendant les Césars. Aussi. Et si, il y a eu aussi une photo pendant les Césars. C'est pas une nouvelle pratique. Et on a regardé ça. C'est juste que d'habitude, elle est un petit peu plus discrète. Ben là, il y a eu un peu de craquage. C'est extrêmement bien joué de leur part. Il y a une polémique par rapport à la personne qui devait faire ça, qui n'avait pas... C'est l'Inde de Génération. Elle n'était pas censée en faire autant et ils se sont fait un peu prendre au dépourvu. Du coup, l'argent qu'ils ont déboursé est plutôt bien rentabilisé, je trouve. Moi, ce qui me fait marrer sur cette photo, c'est qu'on ne voit pas, mais il y a des gens qui sont cachés, qui n'ont pas pu se montrer. Si, il y a Lisa Minnelli qui est toute petite, qui est coincée derrière. DiCaprio, je crois pas, mais en bas à droite, tu as Lisa Minnelli. Tu as une photo où ils sont tous de dos et tu vois une petite dame en vêtements tout bleus électriques et elle apparaît absolument pas, la pauvre. Ici, bon, ceci dit, Jared Leto qui est complètement à gauche, il est coupé. Et je pense qu'il y a plein de filles qui étaient super déçues. Ah oui, c'est lui qui est collé à le plus marrant, c'est que Hélène de Généresse, qui tweetait pendant la soirée, avait un iPhone. C'est terminé pour l'actualité, on passe à la séquence start-up avec Baptiste. Et cette semaine, Baptiste, tu nous as préparé une petite start-up à montrer. En fait, pas vraiment une start-up, c'est un projet Kickstarter. Voilà, c'est encore un produit. L'idée, c'est encore de précommander un produit. Cette semaine, pas vraiment de rapport avec le mobile, mais pour tous ceux qui aiment... Un petit peu quand même. Pas vraiment, mais c'est pour tous ceux qui aiment les GoPro et toutes ces caméras de sport. Et bien sûr, toutes ces caméras qui sont effectivement pas seulement réservées pour la prise de quand tu regardes le visuel du produit, tu sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, je t'explique à quoi ça sert. C'est une poubelle? Pas du tout. Ça fait à peu près une dizaine de centimètres de haut. C'est une caméra. Ça n'a pas l'air comme ça. Hein. C'est une caméra qui filme sur un hémisphère, et même un petit peu plus qu'un hémisphère, puisque ça filme sur 360 degrés le résultat. Et sur 200 degrés. Impressionnant. Et sur 200 degrés, 360 degrés dans un sens et 200 degrés dans l'autre. Donc un petit peu plus qu'un hémisphère. Pierre-Olivier, qui était à la DroidCon Tunis cette semaine, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui, a pu tester le produit. Il paraît que c'est assez bluffant, et ce qui est intéressant, c'est que justement, ils ont une petite suite logicielle qui permet, avec notamment un player web qui permet ensuite, donc on a fait une vidéo et on peut ensuite se balader dans la vidéo pendant qu'elle joue. Okay. Donc on lance la vidéo et ensuite on peut, avec sa souris, choisir le point de vue dans l'hémisphère qui a été capturé. Et ça coûte combien ? Alors, c'est évidemment un projet qui appelle des financements. C'est proposé au prix de $499, ce qui fait quand même super mal. Le prix psychologique mais c'est un concept, ça va arriver probablement pour moins cher quand ça se sera un petit peu démocratisé. Et surtout, c'est vraiment une nouvelle façon de prendre des vidéos, puisqu'on prend vraiment tout l'environnement autour de celui qui tient la caméra. Ok. Il faut backer où ? Sur quel site ? Ça s'appelle Tamago.
Le site, c'est tamago, TAMA2GO.com. Okay. Et voilà. Et on back directement sur leur site. Voilà, c'est aussi disponible pas mal sur comme projet. Kickstarter. Je pense que c'est ce type d'application qu'on peut déjà retrouver sur les smartphones, mais on ne fait pas du travail aussi bon que ce que fait cette caméra. Voilà, c'est ça. Il y a des petits adaptateurs aujourd'hui qu'on trouve pour faire des panoramiques, mais là, on a vraiment une caméra et les vidéos qui sont présentées sur le site sont assez exceptionnelles avec des vidéos de voltige aérienne et on a vraiment l'impression d'être à la place du public, à la place du pilote, je veux dire, puisqu'on peut regarder vraiment dans toutes les directions. Fanny, t'achètes ou t'achètes pas ce genre de produit? Faudrait voir ce que ça donne sur un événement, ça peut être marrant parce que comme tu peux tourner, tu peux avoir des vues sur 360 mais aussi aller en haut, en bas, je pense que tu peux faire des trucs rigolos. Mais je pense en effet que sur les sports extrêmes c'est plus fun et tout le monde commence à avoir une GoPro donc il faut forcément avoir le truc en plus. Je suis sûr que GoPro ils travaillent sur quelque chose comme ça. Écoute, ils ont beaucoup d'argent. Il faut espérer ils vont les racheter mais... Il faut espérer qu'ils continuent à développer des nouvelles choses. Oui. On attend la GoPro 4. La GoPro 4, effectivement, on peut avoir des petites surprises comme ça. Et c'est tout pour le projet de la semaine. On passe maintenant au test de la semaine et c'est du Wiko. Et cette semaine, on va tester le Wiko Highway, qui est le premier téléphone Wiko qu'on pourrait considérer comme du premium, même si on est quand même loin du premium. Eh ben, je crois que c'est lui un peu qui signe le virage vers une certaine montée en gamme chez Wiko. Qui va sortir de la 4G, qui va sortir son Tegra 4i d'ici quelques semaines, qui va avoir de l'octocore dans d'autres téléphones. Il est plutôt intéressant ce Highway. La première chose, oui, c'est moi qui le teste. La première chose, c'est les caractéristiques. On a un écran de 5 pouces avec Full HD du Full HD, donc 1080p, ce qui donne 441 ppi, c'est pas mal. On a également un processeur qui est l'octa-core de MediaTek. C'est du processeur octa-core 2 GHz, cadencé 2 GHz, c'est le processeur MediaTek dont on parle depuis plus d'1 an. Pour l'avoir testé, on va voir les performances, il est vraiment pas mal. Il ne faut pas s'attendre à du Qualcomm en termes de finition et d'optimisation, mais on a quand même un téléphone qui est bien puissant. 2 Go de RAM, Android 4.2.2, 16 Go de stockage interne, sachant qu'il n'y a pas de slot micro SD. On a 2 slots micro SIM, donc c'est un double SIM. On a du support du réseau H+, 21 mégabits, donc pas de 4G à cause du MediaTek. On a un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière, il est vraiment pas mal, et 8 mégapixels à l'avant. 8 mégapixels à l'avant. Ouais, 8 mégapixels à l'avant. La batterie 2350 mAh, du Bluetooth 4, 154 grammes. Et donc là, je vais passer tout de suite au design. Le design, je lance la vidéo. Voilà. Le design, on a 2 plaques de verre à l'avant, à l'arrière, et tout le cadre est en métal. Ça me rappelle des gens quand même. Hein. Non. Il n'est pas étanche. Il n'est pas du tout étanche. Bon, ça ne rappelle pas totalement alors. Il n'est pas étanche parce qu'on voit que le port micro USB n'est pas protégé, même si aujourd'hui il y a des technologies qui pourraient le protéger. Je sais pas, j'ai eu du mal avec ce téléphone. Déjà, c'est le premier Wiko que je testais. Alors que d'habitude, c'est plutôt Tony qui testait les Wiko. Tu commences pas mal, ouais. Et en fait, j'en suis plutôt content. L'autonomie est très bonne. Alors on a une batterie de 2350 mAh, si je dis pas de bêtises. Et ce qui n'est pas si énorme que ça. L'octa-core et le MediaTek octa-core est vraiment très intéressant. J'ai justement... T'as des petits benchmarks à nous montrer. Des benchmarks à montrer. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des choses extraordinaires. C'est un peu plus puissant qu'un Snapdragon S600 en performance brute. Je parle de performance brute parce qu'il y a un gros problème au niveau de l'optimisation. Est-ce que c'est stable? C'est ça voilà, la question, effectivement. En fait. J'ai des hard reboot. Donc hard reboot, c'est vraiment... vous voyez, le blue screen of the death, j'ai eu l'équivalent sur Android, quoi. Et genre une dizaine de fois. En une semaine, c'est beaucoup. Hein. Alors, par exemple, quand j'étais en train de naviguer sur Internet via le navigateur de Chrome, même pas la version bêta, ou quand je lisais des vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est un peu violent. Je précise qu'on a une version commerciale, on n'a pas un proto. Oui, c'est la version finale. On avait également... je vais rajouter des photos. On a également des petits problèmes de traduction. Alors, la ROM Android est light, c'est-à-dire qu'on n'a aucune modification de l'interface. Quelques petits rajouts de menus dans les paramètres. Par contre, on a des gros problèmes de traduction. Par exemple, il y avait écrit, quand je téléchargeais une application sur Google Play, il y avait écrit 4 minutes gauche.
au lieu de 4 minutes left. Donc c'est-à-dire que personne n'a testé les traductions. Ça me rappelle les petites choses vues chez Alcatel il y a quelques modèles. C'est quand même un peu dommage parce que Wiko, dans les tout premiers modèles, à l'époque où ils travaillaient un petit peu plus leur marque et où vraiment au niveau du logiciel ils avaient vraiment travaillé ça, on voyait pas ces problèmes. Mais là on voit une forme de hâte, hein. Ils ont besoin de sortir leur modèle vite pour griller la priorité aux autres, à Arcos, à Alcatel, aux marques dites low cost. Et on sent qu'ils se dépêchent un peu trop, quitte à bâcler certaines petites parties, notamment ce genre de petits détails qui ne sont pas très graves, mais tout de même, c'est là qu'on voit la finition des produits. C'était les premiers à sortir ce téléphone, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été livrés chez les distributeurs à l'heure où on a fait le test. C'est le premier à sortir ce octo-cœur Mediatek. On le retrouve chez Alcatel One Touch sur le X+, je crois. Sur l'Idol X+, oui. Voilà. On va le retrouver chez Arcos également, oui. Moi je suis plutôt enthousiaste, je préfère pas mentir, même si j'étais sceptique avant de tester le téléphone, avant de tester ce Mediatek. J'avais peur que le Mediatek chauffe, j'avais peur que les performances soient moyennes. Le seul point inquiétant c'est les hard reboot. Voilà, j'ai peur que ça dégénère et qu'il y ait d'autres problèmes ensuite au niveau des composants. Peut-être tombé sur un modèle pas très stable et des fois les autres marchent bien. Donc à voir sur d'autres tests. Ouais, non, à voir. Bon. Après moi, ce que j'ai pu voir des produits Wiko, en tout cas sur le grand public en dehors de Paris, parce que c'est vrai que dans Paris on n'en voit pas tant que ça finalement, mais en dehors de Paris ça sent extrêmement bien, et en province tu vois tous les supermarchés, les grands magasins qui les mettent dans les catalogues, et tu vois que c'est un prix grand public très abordable, et le fait qu'ils montent ce genre de produit c'est bien, parce que moi j'avais eu le Darkness et c'est vrai que bon, je trouvais la dalle un peu moyenne par exemple, mais c'est vrai que pour la majorité des gens ça suffit largement, ça fait le boulot. Jusqu'à très récemment c'était effectivement des téléphones entrée de gamme, mais déjà très bien pour leur prix et qui suffisaient à un grand nombre d'utilisateurs. Et souvent sur les architectures Mediatek, on a des problèmes au niveau des photos parce que le processeur CPU est très important sur la gestion de la photo. Et là, pour le coup, j'ai pas eu de problème. Le capteur 16 mégapixels est vraiment bon. Le capteur avant de 8 mégapixels également. Côté finition en métal, comme je vous le montre sur la photo, on voit, ça fait penser à l'iPhone. C'est-à-dire qu'on c'est le but, voilà. Qu'il ait l'air vraiment plus haut de gamme qu'il ne l'est. Il coûte 350 €. 350 €, c'est cher pour du Wiko. Pour du Wiko, c'est le plus cher à ce jour. Hein. Le Darkful était à 299. Il avait été un peu baissé, il me semble. Et puis il est pas lourd. Il est pas très lourd, 140 grammes. L'écran, il faut être habitué à du 5 pouces, je crois que c'est 5,2 pouces. Je sais plus vraiment, mais en tout cas l'écran est grand. L'écran est lumineux, c'est un écran IPS Full HD, il a très peu de défauts cet écran, c'est juste qu'il vient un peu sur le bleu. C'est pas un écran qui est parfait, mais à 350 €, on peut pas s'attendre à quelque chose de parfait. J'ai juste envie de dire que pour 350 €, je préfère conseiller aux gens un Nexus 5 qui va avoir la compatibilité 4G et qui va avoir une couche logicielle impeccable. Voilà. Effectivement, et puis qu'il y aura les mises à jour. Là, c'est du Mediatek, donc il est bloqué en 4.2.2. A priori, KitKat arrive à l'été, mais on a l'assurance de ne pas l'avoir tout de suite sur ce type de produit et on ne sait pas s'ils seront mis à jour. Alors, voilà, l'écran, je vais vous le montrer, il est lumineux. Les seules choses, dans les 3 points positifs par rapport au Nexus 5, c'est le double SIM, ça peut être très utile. Le capteur photo est meilleur que le Nexus 5. Donc sur les 8, là on a 16 mégapixels contre 8 sur le Nexus 5. Et un capteur avant aussi pour les selfies qu'adore Fanny. On aimerait bien voir ce qu'a fait Acer sur son Liquid E3, un petit flash à l'avant, et là ce serait vraiment nickel. Ouais, par exemple, il y a Huawei qui a installé des capteurs avant avec des grands angles. Des grands angles qui sont très bons. Je crois que Sony aussi d'ailleurs l'a fait là, sur le Z2. Ils ont élargi un petit peu pour améliorer les selfies, d'après ce que j'ai entendu. Et on a le Oppo N1 qui lui carrément utilise la même caméra à l'avant et à l'arrière pour améliorer les photos prises de face. Mais bon, le selfie, on en parle beaucoup maintenant. Moi, j'en connais qui faisaient déjà des selfies en 97 avec des N95, tu vois. Bien sûr. C'est juste ton Nexus 5. Je vais juste montrer la taille par rapport à un Nexus 5. C'est juste la popularité donc du terme. Donc il est un peu plus long que le Nexus 5. Maintenant, c'est un nom. Je lui mets les deux. Plus marrant, il est un peu plus long que le Nexus 5. Voilà. Mais ils coûtent le même prix. Et quand on compare les deux, j'ai vraiment tendance à vous conseiller le Nexus 5 avec une meilleure finition, une meilleure optimisation logicielle et la compatibilité 4G et des performances qui sont au-dessus avec le S800.
Et enfin le SAV qui est là géré par LG, alors que Wiko, je peux pas en parler personnellement, mais j'ai vu beaucoup de retours de personnes qui ont des soucis avec le SAV de Wiko. On parle effectivement énormément de Wiko sur notre forum. Alors bien sûr, c'est bien mieux que les totalités des produits chinois qu'on peut acheter en importation, parce qu'on a un SAV quand même. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte quand on va acheter un téléphone, surtout que sur ces produits, on peut avoir des taux de retour qui sont un peu supérieurs aux produits de grandes marques comme LG. Notamment dans les premières vagues de production en tout cas. Voilà, c'est bilan. Alors bilan, c'est positif, sûrement le plus beau téléphone de Wiko que j'ai pu prendre en main. C'est surtout le premier que j'ai testé, mais j'ai pu le comparer avec d'autres Wiko. On est quand même à un niveau de finition qui est... Donc voilà, on les voit monter en gamme. Voilà. Il s'améliore, 2 plaques de verre, de l'aluminium, des performances qui restent avec du Mediatek, mais qui sont largement au-dessus de ce qu'on a pu voir sur les Mediatek double ou quadruple cœur. Là, on est sur l'octo-cœur. Les capteurs photos sont vraiment bons. Mais quand même une proposition globale inférieure à ce qu'on peut trouver par ailleurs sur le marché. S'il était sous les 300 €, j'aurais tendance à le conseiller à 350. J'ai envie de dire aux gens. J'espère qu'ils vont baisser le prix du téléphone. Ce sera peut-être sur le look que des gens iront dessus, parce que c'est vrai qu'à côté du Nexus qui a son dos plastique, il fait un peu moins sexy le Nexus. Plus premium, même s'il faut aimer ça. Les traces de doigts collent à la plaque de verre arrière. C'est marrant ça. Et les petites rayures, au bout de quelques semaines. Vous avez compris, ce Wiko Highway, on vous le conseille à moitié, c'est-à-dire qu'on aimerait bien qu'il baisse de prix. Il est trop cher, malgré tout, il a des bons atouts, avec un design qui est vraiment bien au-dessus de ce que Wiko a pu nous proposer précédemment. On espère que Wiko va continuer à monter de gamme au fur et à mesure, et d'après ce qu'on a vu au MWC, c'est bien parti. Voilà, c'était le test du Wiko Highway. Et cette semaine, pas de débat, on a la chance d'avoir 3 personnes qui ont été au MWC avec Laure, Fanny et moi, et puis Baptiste qui a suivi tout ça de près parce que c'était Baptiste qui a animé l'émission spéciale MWC la semaine dernière. Donc on s'est dit, on va vous présenter les surprises, nos coups de cœur, les choses qui nous ont en tout cas surpris lors du MWC, et on a à peu près 5-6 produits à vous présenter, voire peut-être un peu plus. Et on va commencer par le Yotaphone. Il est top celui-ci. Yotaphone, c'est mon coup de cœur. Non, mais pas que le tien, beaucoup aimé aussi. C'est un très joli produit. Le Yotaphone 1, on le connaît déjà, il est en vente actuellement. C'est le téléphone avec un écran normal en façade et un écran e-ink, e-paper au dos. Donc en gros, il est destiné à économiser plein d'énergie quand on utilise cet écran au dos pour afficher des infos importantes. C'est hallucinant parce que cet écran, on me montre le téléphone et j'ai cru que c'était un prototype. Parce que j'ai cru que l'écran arrière, c'était une make-up, tu vois. Et je me suis dit, et là, il y appuie dessus. C'était un dessin. C'est tactile. Il appuie dessus parce que la première génération, si on se rappelle bien, il y avait des boutons en dessous. Il y avait une barre tactile. C'était une barre sur le côté, je crois, non en dessous de l'écran. Et maintenant, tout l'écran e-ink donc, est tactile. Alors ça marchait pas trop bien sur le prototype qu'on a vu, mais en version finale, en fin d'année, ça devrait être vraiment pas mal. Et du coup, alors pour résumer, c'est un écran qui est avec les caractéristiques de la génération fin 2013, c'est-à-dire qu'on a du S800, un écran Full HD à l'avant, c'est ça. 720p à l'arrière, non QHD à l'arrière. C'est une définition dans ce genre-là, c'est 900 quelque chose. Ça doit être QHD. Suffisante pour lire du texte, que ça soit des pages web ou carrément un e-book. Il est compatible 4G, et donc on se retrouve avec 2 écrans à l'avant. Cet écran Full HD en 5 pouces, et à l'arrière, un écran un peu plus petit avec une définition un peu moins importante, mais qui est de l'écran e-ink, c'est-à-dire d'encre numérique. Et là, c'est tout son intérêt. On peut s'en servir comme d'un Kindle, comme d'une solution pour afficher ses notifications de réseaux sociaux, pour interagir avec eux. Il n'y a que quelques applications qui fonctionnent dessus. Mais il y a tout un kit. Mais il y a tout un kit au niveau des réseaux sociaux. Navigateur, mail, SMS, donc les applications un peu principales qui sont actives. Le gros avantage de ce genre du e-ink, c'est de pouvoir se retrouver même avec très peu de batterie et de se dire on va plus allumer l'écran qui consomme beaucoup et garder que celui-là, et pouvoir avoir les textos, justement accéder à Facebook et ce genre de choses pendant des heures. Je l'ai eu dans les mains, je l'ai vu, je suis passée sur le stand et j'avoue que c'est assez intéressant. C'est bluffant. C'est un super concept.
qui lui économise en passant juste en noir et blanc. Là, Voilà. là c'est plus extrême, on a un écran ligne. Voilà, et on avait vu des coques qui se mettaient sur les smartphones qui pouvaient permettre ça. Là, Ouais, le ça- fait que ce soit intégré à l'arrière, d'après ce que j'ai compris, Yotaphone, ils aimeraient carrément que ça s'intègre sur toute la coque à l'arrière et que ce soit plus juste un écran qu'on voit. Et je sais pas si tu as vu, mais quand on met l'écran en noir, on a l'impression qu'il n'y a pas d'écran à l'arrière. Ça se Quasiment confond pas, avec ouais. La coque Quasiment arrière. Mais leur but, c'est vraiment qu'on Et ne voit surtout, plus du tout. Hein. Comme on l'a pu voir sur les vidéos là, les bords de l'écran suivent la coque arrière, Ouais. donc Ouais. ils sont incurvés. Il Moi, a j'ai- un beau design en plus. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que 2 écrans 2 fois plus fragiles? L'écran Est-ce arrière, que- je pense pas qu'il soit fragile. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est tactile quand Il a même. l'air solide. Après, Oui, moi, mais je mettrais c'est- une petite housse, hein, dans le doute. Oui, Faut le balader dans le sac, oui. Mais après, l'idée, c'est de le poser sur un bureau et d'avoir tout le temps un écran, une sorte de bureau avec des widgets qu'on peut choisir dessus et qui soient actifs en permanence. Donc, tu auras tout le temps l'heure, tes flux Twitter, par exemple, des choses comme ça, qui seront affichés. Donc, Oui. c'est plutôt pratique. Donc la résolution arrière, c'est 960 par 540 pixels. Ok, Il est sur du Snapdragon 800, il est 4G. Il n'a pas beaucoup de défauts, ce téléphone. C'est pas mal. Moi, après, je ne l'ai pas testé en tant que smartphone, mais c'est vraiment le concept des deux que je trouve super pratique. Alors et l'interface super abouti. proposée sur Android est une interface plutôt pure d'Android, c'est-à-dire avec quasiment aucune personnalisation, à part toute la couche liée à l'écran in arrière. C'est du. Je pense qu'ils n'ont pas voulu Il n'y a investir pas trop de des risques tonnes. là-dessus. Non, ils mettent tout dans l'écran arrière, c'est un peu logique. Hein. Bon, après, c'est russe, quoi. C'est une société russe. Ils vont vendre en direct comme le premier modèle, c'est-à-dire qu'on pourra l'avoir sur le site officiel De Yota. de Yota. Et donc le prix, c'est 499, Ouais, si je dis pas de bêtises, 499 le même €. prix que le premier Yotaphone en fait. Donc ils vont le remplacer, hein. Il s'appellera toujours Yotaphone en réalité. précommande pour cet été, livraison en septembre. C'est Un pas peu si long plus que ça. tard même, hein, octobre, Septembre, novembre. octobre. Ouais. Ouais, ils se laissent un peu de temps, hein, parce que bon quand même, il est pas très fini leur téléphone. Et Alors, je sais normalement, qu'il y a des journalistes français qui sont rentrés avec, donc avec le premier à tester. modèle. Ouais. Je sais pas. Moi j'ai vu le premier C'est le modèle. premier modèle. Ouais, ils nous ont proposé aussi le premier modèle, mais on n'a pas trop de temps sur un produit qui était déjà commercialisé. Mais en tout cas, le second modèle, on le testera. Avec grand plaisir. L'autre actualité, c'est Pas une actualité, c'est ton coup de cœur. mon coup de cœur. Il est plus là, il est parti. Non, mais après, C'est les transitions, il a du mal. Yola, c'est Jola. Jola, je sais pas si vous connaissez Jola. Yola Yola Après ou Jola. Yota, c'est Jola. On dit Yola en finlandais, mais c'est Jola. Ouais, Selfish. Ouais. On va dire comme ça. C'est un OS qui s'appelle Selfish OS, comme tu dis, qui a été lancé par des anciens de Nokia, des ingénieurs qui travaillaient sur le Nokia N9 avec derrière toute la suite Migo, tout l'OS Migo. Et donc la spécialité de cet OS? La spécialité de cet OS, c'est offrir une interface qui est vraiment axée sur des gestes, sur le tactile. Normalement, tout peut se faire à une main, qu'on a réussi à bien manier les différents gestes. On peut faire tourner les applications Android grâce à de l'émulation, mais on peut aussi faire tourner n'importe quelle application basée sur n'importe quel langage. Hein. Ça reste une plateforme assez libre d'accès. Ils vont proposer sur un téléphone qui s'appelle le Yola. Ah, c'est le Yolaphone. Il est un peu moche. Hein. Alors si j'ai bien Il est compris, moche, il est pas bien spéqué. on peut enlever la partie arrière Ouais. et avoir un thème qui est préchargé dans la partie arrière Effectivement, là, quand on on voit, la clip en fait. C'est ouais, ça effectivement. Alors, ils ont essayé de faire un concept marketing qui est pas évident à comprendre. En gros, on peut changer la coque. Ils voudraient bien que des annonceurs puissent créer des coques et les vendre, ou qu'on achète une coque, par exemple Angry Birds. On installe la coque intègre un petit tag NFC qui va permettre de précharger sur le téléphone le thème lié à la coque et aussi du contenu. Donc, par exemple, on se retrouve avec un téléphone qui peut être rouge, l'interface rouge Angry Birds avec les petits oiseaux sur la coque arrière et par exemple l'application Angry Birds qui est préchargée. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur, ça. Mais sinon, l'interface, ça ressemble un peu à BlackBerry, non, avec les gestes comme ça sur le Oui, côté. ça ressemble à BlackBerry 10, ça ressemble un peu à Migo aussi un petit peu. Ça ressemble aussi un peu à WebOS. Avec les cartes, c'est ça? Voilà, on retrouve en gros cet écran d'accueil avec toutes les applications ouvertes. On a un espèce d'aperçu des applications ouvertes en live. Au-dessus, on a un système de notification comme sur Android. On retrouve la barre de notification. Et en dessous, on a le menu. Donc, il y a surtout beaucoup de gestes à intégrer. C'est pas évident. Moi, pendant 10 pas très minutes, ergonomique, j'ai galéré. Et au bout d'un moment, j'ai compris comment ça fonctionne. Parce qu'en fonction des écrans où tu as des gestes. C'est pas évident. Mais à une utilisation quotidienne, on s'y fait. Alors, soit vous achetez Yola. Je vous conseille pas parce qu'il coûte 400 €, il est pas très bien spéqué.
Il n'a pas de belles performances, il n'a pas un écran superbe, mais sinon vous pouvez aussi très bientôt installer Selfish sur n'importe quel téléphone Android. Ça vient pas du tout remplacer Android, ça va au-dessus d'Android. Du coup vous retrouvez toutes vos applications Android et en plus vous avez accès à toute l'interface Selfish OS. Je sais pas ce que ça va donner en termes d'intégration, mais ça permettra selon eux de tester l'expérience Selfish et peut-être un jour d'acheter un Yola phone. Pourquoi pas? Voilà. Ou pas. Ou pas. En tout cas, c'était une belle surprise, moi. Je suis très encouragé par ces Finlandais. L'autre activité, c'est l'autre coup de cœur, c'est le Wiko Amazing. On repart chez Wiko. Vous l'avez pris en main le Wiko Amazing Enfin, pris en main non, parce qu'il était sous une cloche. Non, je suis pas allée voir Wiko. Je suis pas restée assez longtemps et j'ai pas eu le temps d'aller les voir. T'as été le voir Eh ben, je suis allée le voir sous cloche. Il a l'air assez intéressant. Mais c'est toi qui l'as vu le mieux, donc je te laisse en parler quand même. Effectivement, le Wiko Amazing, il est pas mal parce que c'est le premier téléphone à intégrer le Octo-Core 4G de MediaTek. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et d'ailleurs, ils ne savent pas non plus puisqu'ils l'ont mis sous cloche, donc on ne pouvait pas du tout jouer avec. L'avantage, c'est qu'il a toute une coque en aluminium. Il est très fin. Il a un capteur de 20 mégapixels à l'arrière. Il a un écran qui est 1080p. Il a l'air pas mal. C'est un écran IPS. Il donne envie, en gros. Il est très joli et les specs donnent envie. C'était le but de Wiko, vraiment au salon, de donner envie avec des produits un peu en avance sur les autres constructeurs low cost et avec des bonnes specs. Un design pas toujours parfait, mais au moins ils sont là. Et ils sont là tôt. Ça devient à la mode quand même d'essayer de monter en gamme pour plaire. Hein, parce qu'on a vu des ZTE aussi qui a toujours fait vraiment de l'entrée de gamme. Tout d'un coup dire ouais, nous aussi comme Huawei, on va faire des téléphones haut de gamme. Et on voit qu'ils sont en train de tous de se dire il faut qu'on ait du bas de gamme qui se vend partout, mais qu'on ait quand même un fer de lance, un truc qui fasse clean, qui montre qu'on est bon quand même et qu'on fait pas que du plastique. Effectivement. Quelque part, ils prennent l'expérience de LG qui n'arrivait pas à vendre ses bas de gamme sans avoir un téléphone qui fasse de l'image en haut de gamme. Un flagship. Un flagship voilà, qui affiche ce que c'est faire le savoir-faire de chaque marque. Même s'il ne se vend pas très bien, on affiche son savoir-faire, ce qui permet de vendre des téléphones moins chers dont le grand public sera beaucoup plus certain de la qualité. Et donc voilà pour Wiko Amazing qu'on attend pour cet été. Ça va dépendre de quand est-ce que MediaTek va bien chipper, donc va bien commercialiser ses processeurs, ses architectures. Pour le moment, on n'est pas vraiment sûr, il y a toujours des retards chez MediaTek. Donc, ouais, on se laisse un peu de marge. D'ici la fin de l'année, le Wiko Amazing qui devrait peut-être changer de nom parce qu'il n'est pas fou. Ils m'ont dit on n'est pas... Je suis pas sûre que le jeu de mots passe super bien en France. Wiko sont pas hyper bons en nom de téléphone, mais Darkful, etc. Le problème, c'est qu'on voit pas vraiment de gamme. On le voit un petit peu, mais on voit pas super bien ils avaient fini les Full, les Moon, de Gams. Ils sont passés au Amazing. Et au Wax, entre-temps, c'est un peu... Et les Wax. Joyeux bazar au niveau des noms. Hein. On comprend pas trop, il n'y a pas trop de cohérence, c'est vrai. Dans la gamme. Après Wiko Amazing, un des coups de cœur, c'est celui de l'or. Totalement. Le Black Phone, si on ne veut pas m'espionner pendant que je suis au téléphone. En fait, c'est un téléphone censé être ultra sécurisé qui a été présenté par Geeksphone. On le connaît pour les Firefox OS, qui le fabrique avec Silent Circle, qui s'occupe de la partie logicielle. Et donc ce Black Phone, en gros, il propose de chiffrer à peu près tout ce qu'il peut, de vous permettre de contrôler les autorisations des applications. Il est livré aussi avec une suite d'applications qui sont sur abonnement, donc qui coûtent un peu cher. Pendant quelques mois, vous les avez gratuitement, ensuite il faudra payer un petit peu. Et c'est intéressant, mais si on communique avec des gens qui ont aussi des téléphones sécurisés, sinon forcément, ça ne sert plus à grand-chose. Mais il y a une application qui peut être téléchargée par d'autres personnes pour communiquer en VoIP, et dans ce cas-là, ce sera chiffré. Est-ce que le grand public sera vraiment le consommateur de Pour moi, c'est plutôt entreprise. Hein. Ouais, mais là, a priori, c'est le grand public, c'est le premier téléphone grand public. Ils n'ont pas ciblé entreprise, effectivement. Parce que c'est pas la première solution qu'on voit de ROM sécurisé Android. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors celui-ci, il faudra quand même être motivé. Hein. Il coûte 639 $. Donc c'est quand même un prix assez conséquent pour un téléphone avec un écran HD. Il n'est pas exceptionnel en termes de spec, donc après, il faut vraiment être très intéressé par toute cette partie sécurité.
Fanny, t'as pu voir Black Phone? Non, moi je ne l'ai pas vu. J'ai entendu Cédric Ingrand en parler, qui trouvait ça très très bien, que c'était déjà bien de lancer ce genre de téléphone parce qu'il y a des gens vraiment qui ne supportent pas d'être traqués et Dieu sait qu'on est traqué ne serait-ce que sous Android. Hein. Et quand tu tapes, tu sais que tu regardes ta carte et que tu fais « Ah, j'ai fait tout ça cette année ». Tu vois que tu t'es déplacé partout, que tu as été traqué tout le temps dès que ton GPS est activé. Mais c'est pas évident parce que là, il n'y a pas le Google Play, il n'y a pas les Google Apps. Ils ont enlevé tout ce qui permettait d'être traqué. Voilà. Alors, même les réseaux Wi-Fi, il ne va pas aller choper les réseaux Wi-Fi qui sont à portée de main. Il enlève tout. Vraiment, il supprime tout ce qui est superflu. Mais il y a vraiment des gens qui sont aussi dans cette attente, qui sont ultra flippés Tu l'entends très souvent, ouais, mais quand même, on est traqué partout. Et il y a peut-être un marché de niche, mais... Vraiment de niche, quand même. Voilà. Ouais, c'est plutôt dans les entreprises. Mais nous, avec Baptiste, on avait beaucoup réfléchi à cette question de comment sécuriser une ROM Android, on va s'attaquer à toutes les couches Android. Ça demande beaucoup de métiers, des métiers qui sont rares. Donc et puis il y a aussi BlackBerry, on voit qu'il dans les entreprises quand même perd Oui, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre parce que même dans des entreprises et dans le système financier français par exemple, ils sont encore au BlackBerry et j'entends de plus en plus de gens se plaindre du fait que des fois ils ne reçoivent plus leurs mails ou ils n'arrivent plus à les envoyer à certaines heures et ça n'arrivait jamais avant. Et puis ce problème de sécurité qui sont demandés dans ce genre d'entreprise et il est hors de question de mettre... Dans ce milieu-là, des iPhones ou même des téléphones Android qui peuvent être piratés beaucoup trop facilement. Tu as dû peut-être tester Samsung Knox 2.0 qui est un petit présenté au MWC. C'est la solution de gestion de flotte et aussi de séparation des tâches de Samsung où on peut avoir une interface perso et une interface pro qui sont complètement séparés et ça va très loin. C'est-à-dire qu'on a vraiment... C'est deux environnements complètement. Ouais, voilà, c'est deux environnements, mais est-ce qu'ils vont être assez sécurisés pour que des banques, des entreprises, le gouvernement acceptent ça et que ce soit suffisamment sécurisé pour ne pas être hacké? Ils vont avoir une réputation à faire et la réputation d'une grande entreprise comme Samsung en termes de sécurité est difficile à établir. Effectivement, puis il y a beaucoup de monde dans ce secteur. Ça fera sûrement l'occasion d'un débat parce que Pierre-Olivier a beaucoup de choses à dire sur ces choses-là, sur les ROM Android qui sont sécurisés. L'actualité ensuite, c'est encore l'or, enfin le coup de cœur de l'or, c'est une actualité. C'est un produit qui n'était pas disponible sur le stand d'Acer, mais qu'on pouvait voir ailleurs. D'Alcatel, tu veux dire? Oui, totalement. D'Alcatel One Touch. Okay. Ouais, ça j'ai trouvé ça super. En fait, c'est Sun Partner, c'est des Français qui font ça. C'est un écran photovoltaïque qu'on peut utiliser sur des smartphones. Donc il y avait un prototype avec un téléphone Alcatel One Touch qui était présent chez Sun Partner et pas chez Alcatel justement, chez qui j'étais allée le chercher. Et donc en gros cet écran, il n'est pas tout à fait transparent, il est à 90% de transparence. Il permet donc de recharger le téléphone, pas entièrement, il ne faut pas espérer le mettre 2 heures au soleil et qu'il soit chargé, mais on peut récupérer dans la journée 20-30% de batterie. Ce serait intéressant sur des téléphones d'entrée de gamme pour permettre de prolonger l'autonomie, pour des pays émergents, pourquoi pas des téléphones randonneurs, des Quechua qui auraient ça, ce serait super intéressant. Un Ying avec ça, alors là ce serait le pied, un Yotaphone ce serait exceptionnel je pense en termes d'autonomie. Et en plus il y a du Li-Fi dedans qui permet donc de transférer des données par les ondes lumineuses. Et eux, ils ont aussi intégré leur écran sur des tablettes, sur des montres connectées, sur des ordinateurs. Ils visent plein de produits. Ils visent, alors c'est pas encore fait, mais on sent qu'ils commencent à arriver à maturité. Donc l'objectif est d'avoir le même confort que nos autres technologies LCD, OLED, e-paper, etc. Mais avec cette technologie de chargement. En luminosité, on n'y est peut-être pas encore, mais avec des petits compromis, on pourra avoir des produits intéressants. Je pense d'ici la fin de l'année, on commencera à avoir au moins un produit sortir commercialement et ce serait vraiment sympa. T'en penses quoi, Baptiste, de ce type de technologie? Je m'étonne qu'on la mette pas dans des coques plutôt, qu'on fasse vraiment ils ont ça aussi, tout le téléphone avec, plus que l'écran en fait. Et Fanny, t'avais entendu parler de cette annonce lors du MWC? Non, ça j'ai pas vu non plus. C'est peut-être un peu tôt, on ne pouvait pas facilement trouver, c'était un petit stand. Non, puis après ça dépend comment tu pars, hein, mais moi je l'ai fait des années en version commando, le MWC où tu fais les 4 jours et tu fais les gros halls importants avec les grosses marques les premiers jours, et puis tu termines par toutes les petites allées pour vérifier tous les petits stands. Là cette année, j'ai hélas pas le temps, j'avais que 2 jours. On a eu la chance d'en entendre parler. J'ai privilégié les grosses marques. C'est un lecteur qui nous a dit allez les voir, et du coup on s'est intéressé un petit peu à eux. Et Fanny, du coup tu as aussi un coup de cœur, et c'est pas seulement ton coup de cœur, je pense que le coup de cœur de toute la rédac. C'est le coup de cœur de toute la rédac peut-être, mais aussi de
quasiment toute la profession Ah oui, journalistique parce que tout le monde s'attendait au Galaxy S5 et on était un peu déçus. Heureusement, oui, parce que c'est un peu le 5S de chez Samsung, le S5. Petit jeu de mots. Non, mais bon. Oui, il y avait on attendait aussi la Gear 2 et finalement, il y a eu cette Gear 2 qui est affinée, mais derrière, il y a eu la Gear Fit. Et là, c'est cette nouvelle montre avec un écran incurvé, un peu plus large. Parce que là, j'ai la liste des constructeurs qui n'avaient pas présenté de bracelet, il manquait des Samsung. Ouais. Et donc la Gear Fit, voilà, c'est un super bel objet déjà parce que l'écran est juste magnifique, il a un éclairage incroyable. C'est cet écran longueur, voilà, c'est un écran tout en longueur, donc ça change complètement de ces écrans carrés ou ronds qui sortent de la montre. Moi je trouve que c'est assez féminin finalement, ça fait un peu bracelet bijou. Hein. Moi je me vois bien après le personnaliser avec les photos. Ouais, tu vois, tu prends avec ton smartphone une photo de ta robe et tu fais le fond d'écran qui a sorti, tu vois, tu peux voir plein de trucs. J'ai entendu pas mal de critiques déjà dessus sur le fait que l'affichage soit en horizontal et pas en vertical. C'est pas vraiment le sens d'une montre, effectivement. C'est pas vraiment le sens d'une montre. En même temps, je me dis c'est que software, c'est le genre de truc qui peut être corrigé avant sa sortie parce que c'est le genre puis on peut inventer plein d'autres montres avec un défilement. Voilà, je pense que l'interface peut être améliorée. Ouais. Beaucoup de gens disaient que c'était Tizen, mais en fait c'est pas Tizen. C'est un petit OS qui est pas connu et qui est vraiment adapté aux objets connectés. J'ai oublié le nom, c'est très peu connu du grand public, mais ils n'ont pas utilisé Tizen, peut-être parce que Tizen était trop lourd. Ouais, ou que ça s'adaptait pas au format d'écran, peut-être, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un bel objet, ça marche plutôt bien, l'écran est super réactif. Et puis, donc c'est truffé de petits gadgets, entre autres, elle s'appelle la Fit parce qu'ils sont partis sur la santé. Hein, Samsung, clairement, ils vont nous garder en pleine forme. Donc il y a le Gear avec toutes les fonctionnalités liées à la montre connectée, mais exactement. aussi le Fit pour toutes les fonctionnalités. Voilà, et entre autres, ce qu'ils mettent en avant, c'est à l'intérieur de cette montre, donc on a un petit capteur qui se met sur le poignet, qui est tout le temps connecté au poignet en fait, et ça permet de vérifier son rythme cardiaque, en plus du podomètre, voilà, de tous ces trucs-là. Ils surfent sur la vague clairement, justement, de la marque Fitbit, de Shine, voilà. C'est tous ces bracelets connectés, sauf qu'en plus de ces bracelets, ou même le Nike, le Fuel Band, où on avait un petit écran, mais là on a un vrai bel écran avec... C'est autre chose, quoi. C'est vraiment un gadget de geek. Il méritera encore d'être amélioré. On voit déjà, dès la prise en main, on voit quelques défauts, mais ça reste un... C'est le premier modèle. C'est quoi les défauts? On peut attendre un peu plus de finesse, un peu plus d'intégration? Je pense qu'il faudra l'alléger un petit peu. Le bracelet ne se ferme pas exactement comme sur la Gear normale. C'est pas évident, la fermeture, c'est du plastique. C'est ces deux petits boutons sur lesquels on clipse le bracelet. Évident, ouais. Et déjà, c'est chiant à mettre. Et en plus, tu te dis, ouais, je joue au tennis et et là, tu vois le bracelet voler, tu fais non. Bon, c'est typiquement le genre de bracelet comme ça. Un module en fait qu'on met dans un bracelet, on espère qu'il y aura des accessoires qui seront adaptés. Pourquoi pas un bracelet un peu cuir, un truc un peu plus élégant. Moi j'aurais bien aimé Shine d'ailleurs, ils font ça aussi. Oui. Ce serait pas mal sur un Samsung. C'est vrai qu'en plus avec le simili-cuir du Galaxy Note 3, on pourrait s'attendre à du simili-cuir sur le Gear Fit. Bon, après c'est un usage sportif à la base, c'est ce qu'ils vendent. Donc je pense que ce bracelet caoutchouc correspond plus au fait que je peux aller un peu plus sur faire transpirer, voilà. Donc le prix n'est pas officiel, mais a priori c'est 250 €, d'après ce qu'on a reçu. Ce serait le même prix que la Gear 2. C'est quand même assez haut, c'est-à-dire que c'est plus haut que le prix psychologique des bracelets connectés, qui est autour de 100 €. Ouais, mais on a un produit qui est beaucoup plus... Il y a de fortes chances qu'ils refassent encore des bundles pendant les fêtes de Noël, des packaging, ou acheter le Galaxy S5 et on vous offre la montre, vous aurez moins 100 €. On sent l'offre fête des mères qui va arriver. C'est un de ses défauts, ce Gear Fit, c'est qu'elle est compatible qu'avec les produits Galaxy qui sont sous KitKat. Une vingtaine, ouais. Voilà, c'est le problème. Donc au final, je regarde ma liste, il manque plus qu'Apple pour le bracelet connecté. Ouais, ça va venir. Le dernier coup de cœur, c'est un coup de cœur qui m'a été partagé par Laure. Encore moi, non, je ne suis pas là, moi je m'en vais. C'est la Z2 tablette. Ouais, elle était cool celle-là. Elle est très belle. Elle est super belle. Alors il y a eu un petit cafouillage au niveau du prix, donc qu'on soit clair, c'est 449 € à sa sortie en version Wi-Fi, et il y a une version 4G qui va être plus chère à 600 €. Ah, c'est la tablette la plus quali sous Android. Hein. Elle est super. Et j'ai envie de dire, mais de toutes les tablettes que j'ai pu voir. Hein. Déjà, la Z1 était vraiment chouette. Là, elle est extrêmement fine. Elle pèse moins de 440 grammes. Et quand on l'a en main, tu la tiens comme ça. Tu te dis, ah ouais, c'est tout. Quand tu la prends, quand il a fil, t'as l'impression que c'est un non, tu crois que c'est un mock-up. Tu te dis, ils n'ont pas mis la batterie, tu vois. Elle est vraiment... Et là, tu te dis, pour une 10 pouces, je pourrais la mettre dans mon sac, effectivement. Elle est waterproof, elle est en verre. À l'arrière, non, plastique. Derrière. Ouais, mais il est quali et il est pas mal. Vous pouvez pas, elle est trop fine.
pense que ça aurait été un peu dangereux effectivement au niveau de la torsion. Mais elle est très fine. Et du coup, il y a une capteur vraie photo bien. cohérence dans leur gamme. Là, oui, on a un Z2 qui est suivi par la Z2 tablette, comme on avait eu le Z avec la tablette Z. Et là, on a une belle gamme qui est finie, qui est aboutie, avec une tablette qui n'est pas si chère pour ses caractéristiques. Elle est moins chère que l'iPad. Ouais, elle est moins chère. Et elle tient la route. Et la version 4G sera à 500 €. 599. À 599. Elle est un petit peu plus onéreuse. Ouais. En même temps, bon, c'est un public qui est un peu plus restreint. C'est quoi le processeur? C'est un S800. S800, ah oui, ils ont avec mis un le écran Full HD, avec 32 Go, si je dis pas de bêtises, de stockage. Il y a un capteur de 8 mégapixels, ça fait des bonnes photos. Elle est pas mal. Hein. Bon, je vais pas me balader à faire des photos avec ça. Sony, il leur reste plus qu'une tablette 8 pouces avec la même finition. Et ils auront les produits les plus haut de gamme dans chaque catégorie, effectivement. Ouais, après, il faut aimer ce design. Moi, je sais que, voilà, c'est un des défauts que j'ai toujours trouvé sur les Z et Z2. J'ai toujours l'impression qu'il n'est pas bien équilibré. C'est pas le téléphone qui épouse le mieux la main. Mais après, c'est des super beaux objets, c'est clair. Souvent, c'est pas évident de trouver l'équilibre entre un produit qui est avec une prise en main agréable et design. Et effectivement, Sony a privilégié le design, produit qualité. En tout cas, joli à regarder, joli à posséder. D'autres petits coups de cœur du MWC? Et bah oui, moi, j'arrête, hein. Pour terminer, c'est les HTC et c'est Laure qui m'a encore donné ses coups de cœur. Moi j'ai oublié de t'en mettre un sur la feuille à la rigueur, si tu me laisses faire. C'est le petit boîtier, tu sais, les espèces de dominos de chez Huawei. Là ils en sortent un qui fait domino, donc 4G, mais en plus qui fera routeur Wi-Fi. Quand tu vas à l'étranger, tu arrives toujours, tu as ta prise dans l'hôtel de réseau et que tu veux arroser tous tes produits plutôt que de te connecter. Ça c'est ultra pratique. Voilà, et en plus ça fait batterie... tu sais, batterie d'appoint. Donc c'est un 3 en 1 et c'est vachement bien quand même. C'est celui qui fait de la 4G catégorie... Non, c'est pas celui. Oui, si, en plus il aura la 300 mégabits, même si le réseau n'est pas encore compatible, on a un produit qui est déjà en avance. Donc, il pourra durer dans le temps. Non, et pour ça, Huawei, ils sont quand même bons à chaque fois sur leur domino. Et là, ils ont réussi à mettre les 3 dans le 3 en 1. C'est un vrai petit routeur. Hein. On peut, moi, je l'utilisais pour jouer en gaming avec plusieurs de... Enfin, c'est hallucinant. Et c'est un vrai routeur. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc je pense que c'est un bon produit. C'est un autre de mes confrères qui l'avait lancé en coup de cœur dans une autre émission. Et je suis allée voir et je me suis dit, ouais, c'est vraiment c'est un très beau produit aussi. Et c'est un incontournable, quoi. On a tous une batterie dans le sac à main pour les filles pour recharger nos smartphones en cours de journée. Il y a régulièrement des événements où on prend justement le domino 4G pour pouvoir se connecter. Pour toute la famille quand tu pars en vacances. Exactement. C'est pratique. Exactement. On va terminer en parlant des HTC. Donc HTC n'a pas dévoilé son je sais pas. One 2. On va rester là-dessus. De toute façon, on attend. Par contre, ils avaient dévoilé deux Desire. Alors, on va le faire super rapidement. Ouais, super rapidement. En fait, ils sont tous les deux 4G. Il y en a un à 300, un à 379 €. Ils sont très jolis. Ils reprennent le style One, mais en version Desire, donc en milieu de gamme, avec une belle finition, des très jolies couleurs. Il y a un petit corail, je ne te dis que ça. Du gris, du bleu. Sont vraiment pas mal. Ils sont très jolis, très bien finis. Ils sont 4G tous les deux. C'est des bons milieux de gamme. Ça peut avoir un bon succès s'ils arrivent bien à les marketer pour les faire connaître au grand public. Donc voilà, c'est tout pour les... Il y avait beaucoup de coups de cœur, mais en plus il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là. Pour les coups de cœur du MWC, je trouvais que c'était intéressant de ne pas se focaliser sur les choses qui nous ont déçus, mais plutôt sur les choses qui nous ont... Soyons positifs. Les choses positives du MWC, et il y en avait beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur les annonces du MWC sur d'autres sujets dans les prochaines émissions. En tout cas, ça fait pas mal de matière. Et on passe maintenant aux applications de la semaine. Et comme chaque semaine, j'ai demandé aux personnes qui m'entourent de préparer une petite application Android à présenter. Et je vais commencer par Laure, qui a présenté un jeu un peu bizarre. Alors, pas du tout. Si t'aimes pas les ratons laveurs, ne le télécharge pas, pardon. C'est Raku's Adventures, c'est un jeu de Namco Bandai. Il est très chouette. Il est un peu kitsch, surtout si tu joues avec le son. Oui, c'est vrai qu'il est assez kitsch. En gros, c'est un petit raton laveur tout mignon qui veut retrouver sa copine Racounette, qui ramasse des fleurs au passage. Racounette. Oui, si tu mets les bruitages, tu verras, c'est ultra kitsch, c'est très très japonais. Oui, je l'ai mis tout à l'heure, c'est kawaii. C'est super marrant. Donc il se balade en divers univers, il y a une forêt, il y a la plage, il doit éviter des crabes, plein de bestioles. C'est du runner, il est assez difficile, il prend du temps, il est gratuit.
Mais il y a des achats in-app qu'on peut éviter. Moi, pour l'instant, j'ai pas dépensé un centime. Et franchement, il est très très chouette. L'univers est vraiment adorable. Cool. Vraiment coloré, c'est pas mal. C'est très bien fait, il est très joli. On passe ensuite à l'application de Baptiste. Et comme d'habitude, c'est un petit jeu. Un petit jeu. Évidemment. C'est pas exactement un petit jeu, c'est vraiment un très bon jeu. Ça s'appelle Shadowblade. C'est par le même studio que le jeu Mimpi que je vous avais proposé il y a quelques émissions. Donc du coup, on retrouve une réalisation vraiment soignée. On incarne un ninja qui doit se balader dans des niveaux. Alors, c'est tactile, on a des gestes à réaliser sur l'écran pour faire bouger le ninja. Les niveaux sont super graphiques, super jolis. C'est très joli. Hein. Et il y a du level, Fanny, j'espère que derrière... Le gameplay est vraiment très bien réalisé. C'est un free-to-play, donc on a une dizaine de niveaux et après il faut payer. C'est ça. Laure m'a dit que c'était plutôt du free-to-try. Oui, c'est free-to-try. Il y a peu de niveaux. Oui, parce que a priori tu payes très vite. Effectivement, pardon, c'est free-to-try, pas free-to-play. Effectivement, on a une dizaine de niveaux et on paye assez rapidement. Elle était énervée, Laure, j'ai vu par email, elle dit... C'était pas moi, c'était Astrid, mais elle avait raison. C'est Astrid qui était énervée. Mais je soutiens, je rejoins totalement. C'est inadmissible. C'est vraiment un peu frustrant, c'est vrai. On essaye un jeu, on le voit très beau et là il faut payer. Alors que quelque part, quand on c'est un peu comme les démos. Ouais, c'est exactement ça. Alors que quelque part, quand on a payé un jeu, après on en profite sans avoir à un moment ce couperet qui tombe. Là tu pleures pour il faut payer. Non, parce qu'avant, on achetait les CD dans les magasins pour les démos. Après, il fallait acheter le jeu. Moi, j'ai payé, je suis allé assez loin dans le jeu, mais la durée du jeu est quand même assez importante. Donc voilà, c'est un petit jeu que je vous conseille. Je vais passer ensuite à Fanny et du coup, est-ce que tu nous as... C'est un jeu, c'est ça? C'est aussi un jeu vidéo, bien évidemment. Ouais. Non, alors moi, c'est un jeu payant. Je ne sais plus combien il est, mais il n'est pas très très cher. Hein, c'est moins de 5 €. Mais c'est The Room 2. Hein. C'est un jeu. Alors, c'est Fireproof Games qui fait ça. C'est un jeu d'énigmes et je trouve ça bien. Moi, c'est mes fils qui m'ont dit ah, machin, entre potes, on se parle, machin et tout. Voilà. Ah non, le mien est le plus mignon, mais il n'est pas du tout intellectuel. Voilà, moi c'est clairement, faut faire marcher ses neurones, faut réfléchir, et même quand tu as réussi une épreuve une fois que tu veux reprendre le jeu une autre fois, tu sais plus comment tu as fait et tu y passes des heures. Voilà, mais c'est super prenant, c'est graphiquement très joli aussi, et ça change un petit peu de tous ces jeux justement. Pour tuer le temps, parce que ça permet justement de le faire pas dans des grandes longueurs de jeu. Alors, il y en a qui vont le faire en 4-5 heures d'une traite. Je vous conseille plutôt sur une tablette ou une phablette. Parce que c'est plus sympa. C'est un jeu adapté aux tablettes à la Clairement, base. Mais bon voilà, c'est un petit jeu qui mérite son prix et c'est bien aussi de payer des fois. Il est à moins de 5 €. Je ne sais plus exactement, mais je l'ai payé aussi. Non, il n'est pas un prix exorbitant. Bon, on va passer à mon application. Elle s'appelle Heartbeat Rate. Donc voilà le cœur, ça va en gros nous donner les fréquences cardiaques simplement en posant son doigt sur la lèvre. Alors, sur lequel tu l'as mis j'ai mis sur celui-là. Je peux tester très rapidement. Je vais vous montrer. On saura si t'es stressé devant la caméra, c'est parfait. Voilà, vas-y. Je vais vous montrer très rapidement si je arrive à trouver l'application. C'est du live. Hein. Non, c'est pas du live. Aussi. Et est-ce que vous avez testé sur le Galaxy S5 la fonctionnalité? Oui. Et ça fonctionnait à votre avis ou... Ça fonctionnait bien. Alors le truc te dit quand tu le lances, ne parlez pas, ne bougez pas. Donc j'ai parlé, ça n'a pas marché. Mais quand je me suis tue, ça a fonctionné assez bien. Ça avait l'air plutôt réaliste au niveau du... J'ai tellement d'applications, je suis tellement normalement, il faut quand même être calme et posé pour que tes battements soient réguliers. Après une conférence un peu agitée, c'était pas terrible. Donc là, l'application est toute simple, elle est gratuite. Donc je vais l'allumer en appuyant sur le bouton Power. Juste à ce moment-là, il y a le flash qui s'allume, je pose mon doigt sur le flash, et là en fait ce qui se passe c'est que nos vaisseaux, la peau est transparente, et il va pouvoir capter le flux sanguin avec le flash qui va illuminer ça et le capteur qui va récupérer les données. Et là il dit que je suis très calme, j'ai 60 battements par minute. J'y crois pas trop. Non, surtout que attends un petit peu, ah ouais 60. Je pense que c'est pas très fiable comme données. Je pense qu'il faut que tu le fasses au calme et que tu poses bien ton doigt sur la lettre comme il faut. Comment. Je pense qu'il faut que tu mettes un peu plus la pulpe du doigt sur la lampe. Tu dis ça bien. La pulpe du doigt. Pareil, c'est comme ça qu'on dit. Pou indéterminé. Tu es mort.
Non mais effectivement, ça marchait quand j'ai testé, j'ai fait tester à d'autres personnes et ça marchait, on avait des pouls différents. Non, c'est pas mal, mais ça vaut pas justement tout ce qui est au niveau du poignet. Non, c'est pas hyper précis, voilà. effectivement, et surtout quand c'est des données qu'on doit utiliser pour le sport ou pour la santé. Le Gear Fit, je pense que pour le coup, est beaucoup plus Le Gear Fit est mieux et C'est carrément, mieux. je vous dirais, prenez le tensiomètre de chez Withings qui est fabuleux. Oui. Tensiomètre de Withings, pour le coup, c'est vraiment un produit adapté pour ça, qui est un produit grand public parce que la plupart des produits santé sont des produits souvent pro. Ouais. Et là, on commence à avoir des produits qui arrivent auprès du grand public. Et là, je suis en train de tester une dernière fois. Peut-être que ça va marcher. Recharge du pouls. Non, il n'arrive pas. Fail. Bon, l'application est gratuite, testez-la. Ça tombe bien, hein. Heartbeat Rate. Et moi, chez moi, elle a fonctionné juste. Le temps de l'essai. C'est terminé donc pour l'émission 13. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez, comme d'habitude, réagir avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. Je vais remercier toute l'équipe sur le plateau, à commencer par Laure, Baptiste, À la prochaine. notre invitée Fanny. Tu reviendras? Écoute, si tu m'invites, peut-être. C'est le côté obscur de la force, Non, moi je suis toute plateforme, moi tu sais. C'est comme les garçons, faut tout tester. cross-platform. On va également remercier Edouard et Olivier qui sont, que vous n'allez pas pouvoir voir, mais qui sont en régie, ils ont travaillé. Notre réalisateur. Notre réalisateur et notre producteur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 14 avec le retour d'Edouard et de Pod. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. À la semaine prochaine.